69 ans sur cette terre. Pas une seule fois. C'est le record que j'avais maintenu sans vraiment faire d'effort. Pas le patron qui m'a dit à 24 ans que je n'arriverais jamais à rien, et à qui j'ai donné tort, lentement et sans l'annoncer. Pas la banque qui a rejeté ma première demande de prêt à 3 reprises, un obstacle que j'ai fini par contourner. Pas mon ex-femme Sandrine, qui m'a quitté pour son prof de vélo en salle et qui a eu le culot de garder le chien par-dessus le marché. Pas le cardiologue qui, à 52 ans, m'a dit que mon cœur devait apprendre à se reposer. Pas l'associé qui, en 1987, m'a volé l'intégralité de mon carnet d'adresses, m'a serré la main sur le pas de la porte en partant, et m'a souri comme s'il m'avait rendu service. Pas un seul d'entre eux, en 69 ans, ne m'avait fait me sentir minuscule. Jusqu'à ce que mon fils le fasse, un vendredi soir à Paris, devant 200 personnes qui l'ont applaudi pendant qu'il le faisait. Bienvenue sur la chaîne Les vraies émotions d'un père. Tout ce que je vais vous raconter est réel. Ça s'est passé lors d'un gala de charité sur l'avenue Foch, puis ça s'est reproduit différemment 6 semaines plus tard, au 43e étage d'une tour de bureau dans le quartier de la Défense. Restez avec moi jusqu'au bout, car la fin est précisément la raison pour laquelle vous êtes ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire quand vous aurez terminé, et sachez que vous êtes exactement au bon endroit. Ce gala était l'idée de Julien. Naturellement, Julien Leroux, mon fils, mon sang, ma plus grande fierté et ma déception la plus complexe, avait organisé une levée de fonds caritative au Régent, l'un de ces lieux sur l'avenue Foch où les lustres coûtent plus cher que la voiture de la plupart des gens. Et où les serveurs vous regardent avec la chaleur très spécifique de ceux qui en ont déduit que vous aviez fait des études moins prestigieuses qu'eux. 600 € le couvert, 200 invités, tenue de soirée exigée, la totale. Il m'a appelé 3 semaines plus tôt, la voix chargée de cette marque d'enthousiasme bien particulière qu'il réservait aux choses qui allaient lui profiter directement. Il a dit qu'il fallait que je vienne. Il a dit que ça allait être incroyable. Il a dit qu'il avait besoin que sa famille soit là. J'aurais dû remarquer, à ce moment-là, que Julien n'avait pas réellement besoin de gens. Julien avait besoin d'un public, mais c'était mon fils. Alors, j'ai repassé mon costume bleu marine, celui dont mon ex-femme disait toujours qu'il me donnait un air distingué. J'ai ciré mes chaussures. J'ai pris le RER depuis Montreuil, parce que je n'ai jamais payé les prix des parkings parisiens par principe, et je suis entré au Régent à 19h15 un vendredi soir, en me sentant, sinon tout à fait fier, du moins présent. Au moins là. La salle était sublime. Je dois bien l'accorder à Julien, du cristal partout, un éclairage doré et tamisé, un quatuor à cordes dans un coin qui jouait un morceau avec un nom italien. 200 des citoyens les plus accomplis de Paris qui sirotaient du champagne en se disant à quel point ils étaient généreux d'être venus. J'ai trouvé ma place à la table 14, dont je comprendrai plus tard quelle était la plus éloignée de la scène, et je me suis présenté aux personnes autour de moi, un couple de Neuilly-sur-Seine, un promoteur immobilier du 11e arrondissement. Une femme nommée Chantal qui n'arrêtait pas de regarder son téléphone en soupirant bruyamment. Des gens normaux, mon genre de personne. Julien m'a trouvé pendant le cocktail. Il m'a serré la main. Il m'a serré la main comme si j'étais un collègue qu'il reconnaissait d'une conférence. Il a dit que j'étais très élégant et qu'il était content que j'aie pu venir. Et puis, quelqu'un de plus important est apparu par-dessus son épaule et il a disparu au milieu de sa phrase. J'ai élevé cet homme. C'est ce que j'ai pensé. J'ai préparé ses déjeuners pendant 12 ans. Je l'ai conduit à l'école sous la pluie sans qu'on me le demande. Je me suis porté garant pour le bail de son premier appartement. Je me suis assis dans des salles d'attente d'hôpitaux à 2 heures du matin quand il avait 7 ans et qu'il avait une fièvre qui m'a terrifié plus que tout ce que j'ai pu vivre avant ou depuis. Et il m'a serré la main. J'ai bu un verre de vin. Puis un autre. J'ai mangé le pain, car à 69 ans, j'ai amplement mérité de manger le pain sans avoir à négocier. J'ai écouté 3 intervenants parler de programmes d'entrepreneuriat pour les jeunes dans les quartiers défavorisés, ce qui était sincèrement émouvant et m'a fait brièvement oublier que j'étais assis à la table 14, comme une note de bas de page dans l'histoire de mon propre fils. Puis Julien est monté sur scène. Je dois dire ceci, il était incroyable là-haut, grand, élégant dans son smoking, avec ce genre d'aisance qui remplit une pièce sans demander la permission. Il tient ça de moi, bien que je soupçonne qu'il ait cessé d'y croire depuis longtemps. Il a raconté 2 blagues, les 2 ont fait mouche. Il a parlé de sa fondation avec une vraie passion et quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Peut-être que j'avais tort.
Peut-être que c'était bien le Julien que j'avais élevé. Peut-être. Et puis il a dit qu'ils allaient faire quelque chose d'un peu différent ce soir. La salle s'est penchée en avant. Il a demandé combien de personnes avaient un père. Rire, des mains se sont levées. Il a demandé combien avait un père ennuyeux. Encore des rires, d'autres mains. Et puis il a dit qu'il avait amené le sien ce soir. Et il m'a pointé directement du doigt. 200 têtes ont pivoté vers la table 14 comme un seul animal. Lève-toi, papa. Que faire d'autre quand 200 personnes vous regardent et que votre fils tient un micro avec un grand sourire? Je me suis levé. Mesdames et messieurs, a dit Julien, je vous présente Eugène Leroux, retraité de Montreuil, passionné par la chaîne Histoire TV, qui se couche à 21h30 et qui a un jour décrit une sortie chez le roi Merlin comme, et il a fait une pause pour la citation, un samedi plutôt excitant en point. La salle a explosé. De vrais rires, des rires chaleureux, le genre de rire qui se croit inoffensif parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je suis resté planté là et j'ai souri. 69 ans m'avait appris que sourire est parfois la seule réponse digne dont on dispose. J'ai souri comme on sourit quand quelque chose vous coûte bien plus cher que ce que vous allez laisser paraître. Alors, voici ce que nous allons faire, a continué Julien, les yeux brillants par sa propre performance. Nous allons mettre aux enchères une soirée avec mon père ennuyeux. Un dîner pour deux, offert par la fondation. Qui veut de mon père ennuyeux? Il a commencé les enchères à 1 euro. Parce qu'honnêtement, il a fait une pause avec un sens du timing qui se voulait généreux. La salle a complètement perdu le contrôle. Quelqu'un à la table 3 a crié 1 euro, et la foule a applaudi. Julien les a pointés du doigt comme un animateur de jeux télévisés qui n'avait jamais été aussi heureux. Est-ce que j'entends d'eux? Encore des rires. J'étais toujours debout, souriant toujours, et quelque part dans ma poitrine, quelque chose de vieux et de très silencieux était en train de prendre une décision. Puis c'est arrivé. Du fond de la salle, à la table numéro 1, la table la plus proche des fenêtres, où un homme aux cheveux argentés dans un costume sombre était assis avec l'immobilité de quelqu'un qui n'a absolument plus rien à prouver. Une voix a transpercé les rires comme un couteau dans du papier. 1 million d'euros. La salle n'est pas seulement devenue silencieuse. Elle s'est arrêtée. 200 personnes, en plein milieu d'une respiration, d'une gorgée, d'une phrase, se sont arrêtées. Le quatuor à cordes qui s'échauffait dans le coin s'est tu. Je suis à peu près sûr que quelque chose dans l'air de cette pièce s'est arrêté. Le sourire de Julien n'a pas disparu immédiatement. Il a fallu environ 3 secondes à son visage pour rattraper ce que ses oreilles avaient enregistré. Sa bouche a gardé la forme du sourire tandis que le reste de son expression essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Point quoi, a-t-il dit dans le micro, sa voix faisant quelque chose que je ne lui avais jamais entendu faire. Elle s'est légèrement brisée. Est-ce que quelqu'un a dit 1 million d'euros? L'homme l'a répété. Même volume, même ton, sans précipitation et définitif. La voix d'un homme qui n'a pas l'habitude de se répéter et qui ne le fait que par courtoisie. Il était déjà debout. Cheveux argentés, costume sombre, sans cravate, la fin de la soixantaine ou le début de la 70aine. Le genre d'homme qui occupe exactement l'espace dont il a besoin, et pas un centimètre de plus, ce qui, paradoxalement, fait que tous les yeux d'une pièce se posent immédiatement sur lui. Je ne savais pas encore qui il était. Moi, Eugène Leroux, 69 ans, debout à la table 14 dans mon costume bleu marine avec ma dignité qui ne tenait plus qu'à un fil, je n'avais aucune idée de qui était cet homme ni pourquoi il venait d'offrir 1 million d'euros pour dîner avec moi. Mais il m'a regardé à travers cette salle, et je l'ai regardé, et quelque chose est passé entre nous que je ne pouvais pas nommer alors, et que j'ai encore du mal à décrire aujourd'hui. Une reconnaissance entre deux hommes qui ont passé leur vie à être sous-estimés et qui ont développé, sur une longue période, une patience très particulière à ce sujet. Julien a récupéré, à peine. Il a dit que nous avions 1 million d'euros, le ton d'animateur télé ayant complètement déserté sa voix. Adjugé au monsieur de la table 1. Je me suis assis. Chantal de la table 14 avait arrêté de soupirer et me dévisageait avec l'expression spécifique de quelqu'un qui procède à une réévaluation rapide de la situation. Le promoteur du 11e arrondissement me regardait comme s'il regrettait de ne pas s'être présenté plus en détail. J'ai pris mon verre de vin, j'ai bu une gorgée lente, et j'ai pensé, 69 ans, pas une seule fois. Mais maintenant, j'étais curieux. J'étais très, très curieux.
L'assistante de Maurice Laurent a appelé à 8h15 le lendemain matin. Elle s'appelait Céline, et elle avait l'efficacité posée de quelqu'un qui a passé des années à être la première ligne de défense la plus compétente entre un homme très important et le reste du monde. Elle était excellente dans son travail. Nous avons programmé un petit déjeuner pour le lundi suivant dans un endroit du 16e arrondissement, sans aucune enseigne visible depuis la rue, et avec un menu où les prix n'étaient pas affichés. J'ai remis le costume bleu marine. Il était en train de devenir mon costume porte-bonheur. Sandrine aurait détesté ça. Maurice était déjà installé quand je suis arrivé. Costume sombre, pas de cravate, cette même qualité d'immobilité remarquée au gala, que je reconnaissais maintenant comme la qualité particulière d'un homme qui a cessé depuis longtemps d'avoir besoin de jouer un rôle pour qui que ce soit. Il s'est levé quand je me suis approché, m'a serré la main fermement et brièvement, en me regardant droit dans les yeux. Le café est apparu sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait demandé. J'ai immédiatement décidé que j'aimais cet endroit. Maurice a dit qu'il serait direct parce qu'il n'aimait pas perdre de temps, ni le sien ni celui des autres. Je lui ai répondu que moi non plus. Il a dit bien. Il m'a observé un instant avec l'attention concentrée d'un homme habitué à évaluer les choses rapidement et avec précision. Puis il a prononcé un nom, Michel Morel. J'ai posé ma tasse de café. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis 11 ans. Michel Morel était mon plus vieil ami, mon colocataire à l'université de la Sorbonne en 1974, quand nous étions tous les deux fauchés, ambitieux, et absolument certains que le monde nous devait quelque chose. Ce n'était pas le cas, mais nous étions jeunes et avions droit à cette illusion. Il s'était assis en face de moi dans une brasserie du quartier latin il y a 31 ans, avec une serviette en papier couverte de chiffres et l'expression d'un homme qui avait épuisé toutes les autres options sans pour autant épuiser ses convictions. Il avait besoin de 50 000 € en 6 mois. Il avait frappé à toutes les portes. Personne n'avait voulu le suivre. Il savait que son idée fonctionnerait comme il connaissait son propre nom. J'avais regardé la serviette. J'avais regardé Michel. Et j'avais pensé, cet homme ne m'a pas menti une seule fois en 30 ans d'amitié. Pas une seule fois. Je les lui ai donnés, discrètement. Pas de contrat, pas d'accord de capital, pas d'avocat. Une poignée de main et un virement bancaire depuis un compte dont mon ex-femme Sandrine ignorait l'existence, car Sandrine aurait dit que j'avais perdu la tête, et elle n'aurait pas eu totalement tort. Et je savais déjà ce que j'allais faire, et je ne voulais pas de dispute. 6 mois plus tard, l'entreprise de logistique de Michel décrochait son premier gros contrat. 2 ans après, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième si énorme qu'il a fallu embaucher 47 personnes en 3 mois. Quand Michel a vendu son entreprise il y a 15 ans, une transaction qui a fait la une des pages économiques du journal Les Échos et généré un chiffre que j'ai encore du mal à prononcer à voix haute, il pesait 380 millions €. Moi, je vivais à Montreuil, j'étais à la retraite et je regardais Histoire TV. Nous avions un accord, établi bien avant que le succès n'arrive. Il a proposé de me rembourser 100 fois la somme au fil des ans. J'ai refusé à chaque fois, et pas seulement par obstination. Parce que ce que je lui avais donné n'était pas un prêt. C'était un pari sur un ami, et je n'avais jamais ressenti le besoin que le monde sache que j'avais fait ce pari ou qu'il avait été gagnant. Michel m'a parlé de vous il y a 6 ans, a dit Maurice. Il construisait la structure des premiers investisseurs pour ce qui allait devenir le Fonds Laurent pour les infrastructures vertes. Michel était le deuxième plus gros investisseur, et il en a fait une condition, pas une demande. Une condition, avant que quoi que ce soit ne soit finalisé, il devait retrouver un homme nommé Eugène Leroux à Montreuil et lui faire une offre. Maurice a dit que Michel lui avait raconté qu'il y avait un homme qui avait financé toute son opération uniquement à l'instinct, par amitié, avec 50 000 €, et qui n'avait jamais demandé de reconnaissance, de remboursement, ou même d'être mentionné. Maurice a fait une pause. Il m'a dit que vous étiez l'homme tranquillement le plus puissant qu'il ait jamais rencontré. J'ai dit que Michel avait toujours trop parlé. Maurice a souri. C'était le premier sourire que je voyais de lui, et il semblait exactement à sa place sur son visage, sans hâte et authentique, comme tout le reste chez lui. Il a dit que Michel lui avait aussi confié que s'il me rencontrait un jour, il devrait faire attention, que j'étais le genre d'homme qui communiquait davantage par le silence que ce que la plupart des gens parvenaient à faire en une vie de bavardage. J'ai dit que Michel était très généreux. Maurice a dit que Michel était très précis. Il m'a dit qu'il m'avait observé au gala. Toute la salle riait, a-t-il dit,
et j'étais assis sur cette chaise avec plus de dignité qu'il n'en avait jamais vu aucun homme manifester en 50 ans de carrière professionnelle. Il avait passé ses 50 années dans des pièces remplies des personnes les plus redoutables du pays. Il connaissait ce regard particulier, le regard d'un homme qui a été sous-estimé si profondément et pendant si longtemps qu'il a cessé d'en être dérangé pour commencer à trouver ça intéressant. Il a dit qu'il voulait que mon fils le voie. Il voulait que Julien comprenne que l'homme qu'il venait de traiter d'ennuyeux avait quelqu'un dans cette pièce qui savait déjà exactement qui il était. J'ai hoché lentement la tête. J'ai pensé, considérer cela comme une déclaration d'ouverture. Maurice a dit ça. Puis il a fait glisser un dossier sur la table. 15% des parts du fonds Laurent pour les infrastructures vertes. Aucun apport en capital requis. Ma contribution avait eu lieu 31 ans plus tôt. L'investissement de Michel, qui avait amorcé une part significative de leur levée de fonds initiale, remontait directement au virement de 50 000 € que j'avais effectué en 1993. Sans cela, rien de ce qui avait suivi n'aurait été possible. Le fonds le reconnaissait. Le chiffre exact imprimé sur la première page de ce dossier est une chose que je ne mentionnerai pas ici. Ce que je dirais, c'est qu'il comportait assez de zéros pour qu'un homme de 69 ans originaire de Montreuil reste assis, parfaitement immobile pendant un très long moment, et recalibre silencieusement tout ce qu'il pensait de la trajectoire qu'avait prise sa vie. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Il a dit, bien sûr. Je lui ai demandé pourquoi il s'était levé au gala au lieu de simplement m'appeler. Il avait le nom de Michel. Il avait le contact. Il n'avait pas besoin de miser 1 million d'euros devant 200 personnes pour organiser un petit déjeuner. Il est resté silencieux un instant. Il a dit que c'était parce que mon fils m'avait mis sur cette chaise et avait donné à une salle remplie de gens la permission de rire de moi. Et qu'il m'avait regardé encaisser ça avec plus de dignité qu'il n'en avait vu en un demi-siècle dans le monde des affaires. Il m'a regardé fixement. Il a dit qu'il pensait que Michel avait raison. Et qu'il avait voulu que mon fils le voie. Qu'il voie que l'homme qu'il qualifiait d'ennuyeux avait quelqu'un dans cette pièce qui savait précisément qui il était. J'ai appelé Maurice le lendemain matin et j'ai dit oui, à une condition. Mon fils essayait d'obtenir un rendez-vous avec Laurent Capital depuis 2 ans. Je l'avais entendu en parler à Thanksgiving et encore à Noël, faisant semblant de ne pas écouter à chaque fois. Je ne voulais pas que Maurice accepte ce rendez-vous. Pas encore. Peut-être même jamais. Ça, c'était sa décision commerciale. Mais je voulais que Julien sache pourquoi. Maurice est resté silencieux un long moment. Puis il a dit que ça pouvait s'arranger. 6 semaines plus tard, j'ai enfilé le costume bleu marine pour la 3e fois. Julien m'avait appelé le dimanche précédent avec sa voix détendue du dimanche, celle qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose mais ne voulait pas donner l'impression de demander. Il avait mentionné Laurent Capital presque en passant. Il a dit qu'il essayait de se retrouver face à leur équipe depuis 2 ans. Littéralement personne n'arrivait à les approcher, mais il avait entendu dire qu'ils étaient actifs et prenaient des rendez-vous. Il m'a demandé si, par hasard, je ne connaissais pas quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un, via mon ancien réseau ou autre. J'ai répondu avec amabilité que personne ne me venait à l'esprit. Il y a eu un silence. Puis il a dit qu'il faudrait qu'on dîne ensemble bientôt. Il s'est arrêté avant de finir sa phrase. Il le savait très bien, depuis quand. Il a juste dit bientôt. Pas encore, ai-je pensé. Pas encore. Maurice avait orchestré la réunion en comprenant que l'architecture des événements compte autant que le moment lui-même. Julien correspondait avec un associé junior de Laurent Capital depuis 3 semaines, un processus soigneusement géré qui lui donnait juste assez d'espoir pour se présenter parfaitement préparé, assez d'incertitude pour qu'il soit concentré. Et assez de prestige pour qu'il amène 2 membres de son conseil d'administration. Il avait apparemment dit à son assistante Chloé, le matin de la réunion, que c'était le jour le plus important de sa vie professionnelle. Chloé, que j'avais brièvement rencontrée à Noël, qui m'avait donné sa carte et m'avait dit avec une totale sincérité que mon fils parlait de moi plus souvent qu'il ne s'en rendait compte, m'avait envoyé un texto ce matin-là. Il a choisi son costume hier soir, m'a-t-elle écrit. Je suis arrivé au bureau de Laurent Capital à la Défense à 9h15, au 43e étage. La vue sur Paris de là-haut vous donne l'impression que toute la ville a été disposée pour votre convenance. Céline m'a accueilli à l'ascenseur et m'a conduit dans une petite salle annexe avec du café. À la porte, elle s'est arrêtée et s'est retournée. Elle a dit que Monsieur Laurent lui avait expliqué l'objet de cette réunion.
Elle s'est autorisé le plus petit sourire contrôlé que j'ai jamais vu sur le visage d'une professionnelle. Elle a dit qu'elle travaillait pour lui depuis 11 ans et qu'elle ne l'avait jamais vu se préparer pour quoi que ce soit avec un plaisir aussi discret. Julien est arrivé à 9h30. Je l'ai entendu dans le couloir, sa voix de représentation pleinement engagée, ce registre plus chaleureux et légèrement plus rapide qu'il déployait quand il avait besoin de quelque chose de la part de quelqu'un d'important. Il a dit que les locaux étaient extraordinaires, qu'ils admiraient tout ce que Laurent Capital avait bâti, et plus particulièrement le fonds pour les infrastructures. J'ai élevé cet homme, ai-je pensé. J'ai construit ce moment. Peut-être que ces deux choses ne sont pas sans lien. La réunion a commencé. La voix de Maurice à travers le mur, mesurée et sincèrement curieuse, interrogeait Julien sur la structure de la fondation, ses objectifs, son modèle de financement. Julien a répondu avec une véritable intelligence et une vraie passion. Et j'ai ressenti cette fierté complexe qui m'a suivi pendant 35 ans de paternité. La fierté qui cohabite juste à côté du chagrin d'être incompris par la personne dont on est le plus fier. 22 minutes plus tard, Maurice a dit qu'il aimerait faire entrer quelqu'un qui avait été impliqué dans le fond depuis ses débuts. Un silence. Bien sûr, a dit Julien. J'ai entendu le recalibrage dans sa voix, l'ajustement millimétré. Qui d'autre arrivait? Céline a ouvert la porte de la petite salle et m'a fait un signe de tête. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste, j'ai ramassé le vieux porte-documents en cuir que Sandrine détestait tant, celui que je trimballe depuis 22 ans parce qu'il a été partout avec moi et que je ne vois aucune raison d'en changer. Je suis entré dans la salle de conférence. Ce qui est arrivé au visage de Julien Leroux dans les 4 secondes qui ont suivi est quelque chose que j'ai l'intention de garder avec moi pour le reste de ma vie, et je compte vivre considérablement plus longtemps juste pour continuer à le garder. D'abord est venue la reconnaissance, c'est mon père. Puis la confusion, pourquoi mon père est-il là? Ensuite, le début du calcul, l'arithmétique qui se met en place, des choses qui ne semblaient pas liées auparavant se connecter soudainement. Maurice Laurent connaît mon père. Et enfin, la 4e expression, celle qu'un comédien cherche à masquer sans tout à fait y parvenir. La compréhension glaçante, qui vous noue l'estomac, que quelque chose s'était passé dont il ne savait rien. Que le sol sous ses pieds n'était pas celui qu'il croyait. Papa, a-t-il dit. Sa voix est sortie à peu près à la moitié du volume qu'il avait prévu. Julien, ai-je dit, de la même manière que je l'avais dit chaque dimanche pendant 35 ans, agréablement, sans drame. Je me suis assis en face de mon fils. Maurice était assis en bout de table, et puis la porte s'est ouverte une fois de plus, et Michel Morel est entré. Mon plus vieil ami, 68 ans, l'homme que je n'avais pas vu depuis 11 ans, qui avait pris l'avion depuis Lyon la veille au soir. Et qui m'avait serré dans ses bras dans le couloir pendant un long moment sans mots qui communiquaient tout ce que deux vieux amis ont besoin de se dire quand ils se sont regardés devenir ce qu'ils allaient être. Michel s'est assis à la droite de Maurice et a regardé Julien avec le regard calme et évaluateur d'un homme qui pèse 380 millions d'euros mais qui se souvient encore très clairement de ce que ça fait de ne rien valoir. J'ai regardé Julien reconnaître le nom. J'ai vu qu'il comprenait que cet homme avait bâti l'une des entreprises de logistique les plus florissantes de l'histoire du pays au cours des 3 dernières décennies. Je l'ai regardé commencer, lentement, comme quelqu'un qui remet une carte à l'endroit après l'avoir lue à l'envers, à comprendre la forme de ce qu'il avait sous les yeux. Julien, a dit Maurice en croisant les mains sur la table avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait dirigé 10 000 réunions et savait exactement comment celle-ci allait se terminer. Je veux être transparent avec vous. Je crois que vous méritez de comprendre le tableau complet de ce qu'est cette réunion. Julien a hoché la tête. La performance avait entièrement quitté son visage. Ce qui restait, c'était juste mon fils, 35 ans, qui soudain avait l'air beaucoup plus jeune que ça. Votre père et moi sommes associés, a dit Maurice. 15% du capital du fonds Laurent pour les infrastructures vertes, finalisé il y a 6 semaines, mis en place grâce à une décision que votre père a prise il y a 31 ans. Une décision qui est la fondation même de tout ce sur quoi ce fonds est construit. Il a laissé cette information respirer. Je veux aussi que vous sachiez que le travail de votre fondation est authentique et que votre proposition a une réelle substance. Votre équipe a fait un travail sérieux. Dans d'autres circonstances, cette conversation serait différente. Il a marqué une pause avec la précision d'un homme qui a soigneusement choisi ses prochains mots. Je suis au courant de vos tentatives pour approcher Laurent Capital depuis 2 ans. J'ai pris la décision de ne pas accepter de rendez-vous. Je veux que vous compreniez pourquoi,
car je crois que vous avez mérité cette explication. Julien était complètement immobile. Ces deux membres du conseil d'administration, que j'avais rencontrés environ 90 secondes plus tôt, avaient cette qualité figée propre aux gens qui comprennent qu'ils assistent à quelque chose de privé et qu'ils n'ont pas de porte de sortie. Le soir où j'ai rencontré votre père, a repris Maurice, j'ai regardé un homme de 69 ans être placé sur une scène dans une salle remplie d'inconnus par son propre fils, et être transformé en blague. Et je l'ai regardé encaisser chaque seconde de ce moment avec plus de dignité et plus de grâce que je n'en ai vu aucun individu faire preuve en 50 ans dans les affaires. Sa voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait jamais besoin. Je ne fais pas d'affaires avec des gens qui ne savent pas reconnaître la valeur de ce qui se trouve devant eux. Je ne fais aucune exception à cette règle. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre la ville, 43 étages plus bas. Michel Morel regardait la table. Sa mâchoire bougeait très légèrement. Les yeux de Julien étaient embués. Mon fils, qui pouvait jouer n'importe quel rôle, ne jouait plus rien. Papa, juste ce mot, dépouillé de tout. Je sais que ce n'était pas ton intention, ai-je dit. Je sais que c'était censé être une blague. Je me suis penché en avant et j'ai regardé mon fils comme je le faisais quand il était petit et effrayé, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui montrer la vraie forme des choses. J'ai besoin que tu entendes ce que je vais dire comme je le pense, pas comme ça pourrait sonner. Il a attendu. Je n'ai jamais eu besoin que tu saches ce que je fais en silence, ai-je dit. Je n'ai pas donné cet argent à Michel pour la reconnaissance. Je n'ai pas passé 31 ans à refuser d'être remboursé parce que je voulais qu'on me découvre. J'ai fait ces choses parce que c'est ce que je suis. Calme, patient, satisfait de laisser le travail parler à distance. J'ai soutenu son regard, mais j'ai 69 ans, je me suis assis sur cette chaise, 200 personnes ont ri, tu m'as pointé du doigt et tu m'as traité d'homme ennuyeux dans une salle remplie d'inconnus, et ça m'a coûté. Je ne vais pas faire semblant du contraire. La mâchoire de Julien s'est crispée. Ses yeux étaient pleins de larmes. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je dit. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste. Je vais rentrer chez moi à Montreuil. Je vais aller trouver quelque chose chez le roi Merlin que je trouve sincèrement intéressant, et tu vas devoir digérer tout ça. Je l'ai regardé fixement, pas comme une punition, mais comme une information sur qui est ton père, sur ce à quoi ressemble le silence quand il a en fait prêté attention depuis le début. J'ai pris mon porte-document. Ta fondation fait du bon travail, Julien. Du vrai travail. Continue à le faire. Mais il faudra que tu trouves tes propres investisseurs. Ce n'est pas de la cruauté. C'est juste la chose juste à faire. J'ai tendu le bras à travers la table et j'ai posé ma main sur l'épaule de mon fils, brièvement et fermement, de la manière dont les pères le font quand ils aiment quelqu'un de tout leur cœur tout en étant furieux contre lui, et qu'ils n'ont pas encore les mots pour exprimer les deux à la fois. Puis, j'ai serré la main de Maurice et j'ai pris Michel Morel dans mes bras comme il se doit. Comme on serre dans ses bras un homme qu'on connaît depuis 50 ans, devant tous ceux qui regardent. Parce qu'à 69 ans, je serre mes amis dans mes bras et je ne m'en excuse pas. 50 ans, a dit Michel doucement contre mon épaule. 50 ans, ai-je répondu. À la porte, Maurice a prononcé mon nom. Je me suis retourné. Il m'a regardé avec la même expression que j'avais vue une fois auparavant, à la table numéro 1 vendredi soir, quand il avait détourné son regard de mon fils pour me regarder à travers une salle remplie de gens qui riaient. Un respect silencieux, le genre qui n'a pas besoin de s'annoncer. Dîner vendredi, a-t-il dit. Seulement s'il n'y a pas de prix sur le menu, ai-je répondu. Le coin de sa bouche a bougé. Évidemment, a-t-il dit. Je suis sorti. J'ai pris l'ascenseur pour descendre les 43 étages, j'ai traversé le hall, et j'ai poussé la porte vitrée pour me retrouver sur l'esplanade de la Défense. Paris m'a accueilli comme elle le fait toujours, bruyamment, avec indifférence, magnifiquement, totalement insouciante des événements sismiques privés de toute vie humaine individuelle. Je suis resté sur le trottoir un instant et je me suis laissé traverser. L'air d'octobre, froid et vif de cette manière si spécifique que seul l'air d'octobre parisien parvient à avoir. Les taxis, les gens affluents dans toutes les directions avec l'urgence concentrée d'une ville qui n'a jamais envisagé de ralentir une seule seconde. Dans la poche intérieure de ma veste se trouvait un document que mon comptable Hervé, un homme prudent et conservateur qui, en 30 ans de gestion de mes modestes finances, n'avait jamais rien dit qui s'approche de l'enthousiasme, avait décrit comme le genre de choses qui changent la forme d'une vie. Julien se reconstruirait. Je connais mon fils.
Il est têtu et il est talentueux. Et sous le gala, le micro, le doigt pointé et la blague, il est le garçon que j'ai élevé. Le garçon que j'ai conduit à l'école sous la pluie. Le garçon à côté de qui je me suis assis dans les salles d'attente des hôpitaux à 2 heures du matin. Il allait ressasser ce qui s'était passé dans cette salle de conférence. Il allait le retourner dans sa tête. Il finirait, pas tout de suite, mais il finirait par le comprendre de la façon dont cela devait être compris. Et quand il serait prêt, je serais à Montreuil, là où j'ai toujours été. J'ai pris le RER pour rentrer chez moi, j'ai fait du café, je me suis assis à la table de ma cuisine et, pour la première fois depuis ce vendredi soir sur l'avenue Foch où mon propre fils m'a offert à une salle pleine d'inconnus pour 1 euro. Eugène Leroux s'est senti exactement et complètement lui-même. Pas ennuyeux, il n'avait jamais été ennuyeux. Il était juste silencieux. Et la chose avec les hommes silencieux, la chose que Julien Leroux commençait tout juste à comprendre à 43 étages d'altitude au cœur de la Défense, avec les yeux de Michel Morel fixés sur la table et les mots de Maurice Laurent résonnant encore dans la pièce. C'est que le silence n'est pas la même chose que l'absence. Les hommes silencieux voient tout. Les hommes silencieux se souviennent de tout. Et les hommes silencieux, quand ils décident enfin que le moment est venu, quand ils boutonnent leur veste, ramassent leur vieux porte-documents et quittent une pièce dont ils viennent de redistribuer entièrement les cartes, ne se retournent pas. Ils n'en ont jamais eu besoin.